Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960 est née la République du Mali. Une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. Indépendant, nous le sommes à compter de ce jour. Une indépendance que nous devons à nos leaders, à nos anciens, nos aînés, à l'action constructive et courageuse des dirigeants de l'Union soudanaise RDA, dont le président Modibo Keïta s'est fait le porte-parole au congrès extraordinaire qui a tenu ses assises ce matin à Bamako. Nous n'avons pas le droit de vous priver davantage du plaisir d'écouter messieurs Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA, Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA et président du gouvernement de la République du Mali, ainsi que Mahaman Alassane Haïdara, président de l'Assemblée nationale de la République du Mali, qui vous diront tout à l'heure, avec la simplicité et la fermeté qui s'imposent, comment le gouvernement et l'Assemblée ont été amenés à prendre les décisions dont nous venons de vous parler. Revenons donc à la séance du congrès de ce matin, qui s'est tenue dans une salle du collège technique de Bamako, largement pavoisée aux couleurs maliennes et dont les murs étaient tapissés de slogans tels que « Plutôt la mort que la honte »,« Nous tiendrons notre serment »,« Travail, discipline, vigilance »,« Renforcement de l'organisation politique »,« Mobilisation active au service du développement », et j'en passe. La présidence de séance était assurée par M. Yacouba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Mali, et la table d'honneur était occupée par les membres du bureau politique. C'est une salle comble qui fit une ovation effrénée au président Modibo Keïta lorsqu'il pénétra dans l'enceinte, et c'est l'assistance debout qui applaudit à l'action dynamique de son président. Mais passons tout de suite la parole à M. Yacouba Maïga, président de séance. Le secrétaire général Modibo Keïta a eu à faire dans la salle des anciens combattants le film des événements qui se sont déroulés à Dakar les 19 et 20 août 1960. Aujourd'hui, l'Union soudanaise a convoqué son congrès extraordinaire afin de permettre au pays tout entier, représenté ici par les délégués, pour déterminer sans équivoque sa politique générale dans le cadre des options à venir. Et en raison de l'importance du congrès, vous savez que la direction a eu, outre les délégués officiellement invités, on a eu à faire associer à ce congrès une large participation des organisations nationales telles que les syndicats, la jeunesse, les anciens combattants et les femmes. Ceci pour donner à notre congrès toute son importance et que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y ait plus d'équivoque dans les décisions que nous aurons à prendre. Alors, je vais maintenant passer la parole au camarade Idrissa Diarra, secrétaire politique du parti, qui va prononcer les discours d'ouverture. Le congrès qui s'ouvre aujourd'hui est notre premier congrès extraordinaire. Dicté par les événements qui viennent de se dérouler à Dakar, il devra faire un choix en ce qui concerne les relations de la République soudanaise vis-à-vis de la situation au Mali, de l'attitude de la République française, de la communauté et des autres nations africaines. Enfin, il devra dégager une ligne de conduite ferme en ce qui concerne notre politique interne.
Nous plaçons ce congrès sous le signe de la vérité et de la sérénité. Il faut aussi que ce congrès soit celui des réalités. Il faut qu'il dégage une ligne politique précise dans le domaine économique et financier, de façon à ce que nous puissions établir un plan à long terme, tenant compte tout d'abord de nos propres possibilités en dehors de tout apport extérieur. Devant de tels problèmes, il n'est plus possible de louvoyer dans les contradictions qui nous entourent et dont nous mesurons à présent toute l'ampleur. Le temps des équivoques d'une part et de la démagogie d'autre part doit être révolu à jamais. Plus de paroles hors de mesure avec nos réalités pratiques, plus de positions, plus de mesures sans préparation et avec la vision concrète de nos impératifs. Le déroulement des événements depuis 2 ans, pour aussi triste qu'il soit pour l'Afrique, aura du moins servi de leçon. Il aura levé certains doutes, précisé certaines attitudes équivoques et dissipé certaines illusions, à la fois sur le plan de nos rapports avec le gouvernement de la République française et sur le plan des rapports entre le gouvernement des nations africaines. Les positions internationales ne procèdent pas toujours de la seule raison, de la seule justice ou de la seule logique. Elles sont plus nuancées en fonction des impératifs de chaque pays. Même les grandes nations n'échappent pas à cette règle. Indépendants, nous sommes comptables de nos déclarations et de nos actes devant tous les pays du monde. Nos faits, nos propos ne peuvent plus être considérés comme l'opposition d'un territoire à une métropole, ni d'un parti à un gouvernement. Nous sommes entrés de plein pied dans l'arène internationale. Nous devons en être fiers, mais surtout conscients. Notre congrès n'est destiné à faire le procès de personne. Bien au contraire, il est destiné à tirer les conclusions positives, à dire froidement ce que nous avons à dire, sans viser des personnes en particulier ou des peuples en général. Les peuples du Sénégal et les peuples de France ne sont pas en cause. Ils sont tous les deux l'objet d'une seule et même mystification qui revêt selon les cas un aspect différent. Cette constatation que nous avions eu tendance à oublier nous permettra dans ce congrès, à la faveur de nouveaux développements, de situer les problèmes à leur niveau réel, abstraction faite de tout verbalisme ou de toute passion. Les uns et les autres, nous avons sous-estimé certains défauts humains, tels que l'ambition personnelle. Enfin, nous avons tous plus ou moins cru à l'impossible, c'est-à-dire à l'éveil du sentiment national africain chez certains leaders sénégalais. Nous avons sous-estimé leur degré d'abdication de la personnalité africaine. Nous en sommes ainsi arrivés à la situation actuelle. Par ailleurs, il est certain que la division de l'Afrique est conforme à l'orientation politique de ceux qui veulent continuer à la servir et qui mettront tout en œuvre pour y parvenir. Croire qu'ils peuvent se reconvertir est une dangereuse illusion. La division du Mali est leur œuvre. Sous la pression des événements, la ligne politique française s'est infléchie en surface, mais en profondeur, elle a gardé les mêmes intentions, maintenir sa domination en Afrique dans tous les domaines. La seule différence avec le passé consiste en ce qu'elle est obligée, actuellement, d'en confier l'application à des Africains. Il est douloureusement pénible de constater que certains dirigeants africains acceptent délibérément de se faire les auxiliaires de la division en Afrique. Ils essayent de nous attirer l'inimitié de tel ou tel pays en nous prêtant des sympathies pour telle ou telle idéologie. Ils font exprès de confondre un certain dirigisme économique avec le communisme et sa philosophie athée. Comment pourrions-nous être partisans, nous, en Afrique, d'une philosophie athée, alors que nous sommes croyants à une grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité? La réalité est tout autre. Nous sommes conséquents en étant partisans de la libération de tous les peuples colonisés. Nous sommes conséquents en recherchant l'application d'une politique économique planifiée, conçue en fonction de l'intérêt des populations africaines d'abord, et non en fonction des intérêts plus souvent privés des métropoles. Nous sommes au pouvoir parce que
que nous avons la confiance des populations. Et nous pensons, comme le pensent les plus grands économistes du monde, que le meilleur moyen d'élever leur niveau de vie consiste à contrôler, diriger, orienter sur le secteur de l'économie. Pour nous, l'indépendance politique sans l'indépendance économique n'est pas une véritable indépendance. Mais les différentes façons de concevoir le développement de nos pays ne suffit pas à elles seules l'échec d'abord de l'art de regroupement, ensuite de la division du Mali. Toutes ces différences qui ne sont souvent que des nuances auraient pu se manifester au sein d'un vaste regroupement des États de l'Ouest africain. Si les recommandations de la conférence d'octobre 1958 avaient été suivies, si tous les États de l'Ouest africain avaient répondu à l'appel de notre secrétaire général Modibo Keïta en décembre 1958, la conférence fédérale de Bamako des 29 et 30 décembre 1958 aurait pu jeter les fondements de l'art de regroupement. La cristallisation du nationalisme au niveau de chaque État était de gros écueils à éviter, et la conférence a dénoncé clairement les dangers. Déjà, en effet, au moment du référendum, il était net que chaque État, né à peine 1 an et demi plus tôt, avait tendance à se singulariser et que les partis devenaient un lien de plus en plus large entre les États. À ce moment-là, le durcissement des micro-nationalismes pouvait être évité, ainsi que la différenciation politique au niveau de chaque État. On sait le sort qui fut réservé à la Fédération du Mali, qui groupait 4 États au départ, et après les événements du 20 août 1960, on en connaît aussi les raisons. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit plus de se pencher inutilement sur le passé, de regretter ceci ou cela, de spéculer sur ce qui aurait pu arriver dans d'autres conditions. L'essentiel d'étudier le passé pour arriver de conclusions pratiques. Au point où en sont les événements, il faut prendre des décisions claires, non pas en les basant sur des raisonnements, mais en partant des faits. La réalité est nette. Compte tenu des événements qui viennent se dérouler, compte tenu des contacts qui sont multipliés depuis quelque temps, parfois de façon imprévue, une conclusion s'impose. Les conditions d'une véritable unité africaine ne semblent pas réalisées. Cela ne nous empêche pas, pour autant, de rester fidèles à cette perspective qui deviendra tôt ou tard une grande réalité. À la suite des événements de Dakar, certains, soit en France, soit en Afrique, ont spéculé sur un éventuel affolement de notre part, sur une perte de sang-froid, sur une faute quelconque susceptible de justifier certaines actions ou certaines interventions. Ceux-là se sont trompés parce qu'ils nous connaissent très mal. Avec l'appui des populations, nous aurons dégagé la nouvelle orientation politique qui s'impose. Les conditions dans lesquelles s'insérait notre perspective d'unité africaine ayant changé, nous allons calmement en tirer les conclusions. En fonction de la nouvelle situation, nous allons adopter de nouvelles méthodes. Pour commencer, nous prouverons que notre désir d'unité africaine ne provenait nullement d'un complexe de pauvres. Nous passerons avec tous les États désireux de commercer avec nous des accords bilatéraux dans le respect mutuel des intérêts réciproques. Nous ne refuserons aucune collaboration économique, aucun accord commercial, douanier ou industriel, s'il est de nature à favoriser les intérêts de nos populations. En nous obligeant à rechercher ainsi tous les moyens de subvenir efficacement à nos besoins, ces événements auront le mérite d'élargir toutes nos relations dans tous les domaines. Le Congrès devra se pencher attentivement et avec réalisme sur ce problème vital. Le Congrès aura aussi le devoir de définir les relations de la République soudanaise avec le Mali et la communauté. La récente reconnaissance de la République sénégalaise avec la République française apparaît comme une dénonciation de la reconnaissance du Mali. Le délai de quelques jours qui s'est écoulé pour cette reconnaissance était destiné à s'informer dans le monde, à attendre d'éventuels développements de la situation, à prendre des gages ici et là, à faire avancer un pion ici ou là. Cela ne nous dérange guère. Mieux, cela nous permettra de clarifier les positions. Sur ce point, il vous appartient de tirer les conséquences qui s'imposent sans haine et sans rancœur. Après cela, nous devons insister sur la nécessité nouvelle et plus que jamais indispensable de la discipline du parti. Les adversaires de notre politique d'unité africaine, où qu'ils soient, ont réussi dans l'espace d'1 an et demi à ramener la fédération des 4 États à un seul État. Leur but essentiel a été atteint, mais il ne faut pas en conclure que leurs efforts s'arrêteront là. Ce serait mal connaître l'acharnement que mettent les forces de régression à essayer de terrasser un adversaire. De nombreux contacts vont nécessairement découler d'un élargissement de nos relations
avec tous les États africains voisins, avec tous les pays du monde. Nous sommes d'accord avec ces contacts car ils sont et seront de plus en plus nécessaires. Par contre, nous ne devons jamais oublier que le but ultime de tous nos ennemis est de provoquer des dissensions au sein même de l'Union soudanaise, de l'affaiblir, de lui enlever le caractère de bloc monolithique que les événements les plus graves n'ont jamais entamé. Pour cela, on va essayer de grossir, d'amplifier les nuances qui existent au sein du parti. On va essayer d'opposer les partis et le gouvernement. On va essayer de flatter les uns et les autres selon les cas et les pays. On va essayer de provoquer des difficultés de l'intérieur. La période que nous vivons est la plus grave que le parti ait jamais vécue parce qu'il se trouve confronté avec lui-même. Parce qu'il doit faire plusieurs choix nécessaires et importants parce que par ailleurs, étant donné les circonstances, des sacrifices seront nécessaires à tous les niveaux. Une ère nouvelle va s'ouvrir pour notre pays, à la facilité relative qui a succédé à notre accession au pouvoir, à l'euphorie trompeuse d'une situation équivoque au sein de la communauté, parce que c'est la réalité de notre indépendance totale. C'est maintenant ou jamais que nous gagnerons la bataille de l'indépendance. Elle va exiger de nous un surcroît de travail, un surcroît de sacrifice, enfin et surtout une subordination complète aux décisions qui seront prises en commun. Camarades, ce n'est jamais dans la facilité que les peuples forcent le destin. Celui-ci nous a offert la chance de prouver que nous n'avons pas deux paroles. Le Mali continuera quoi qu'il arrive et nous prouverons que les Maliens du XXe siècle sont les dignes héritiers de tout ce qui surent dans le passé, exposés au monde leur culture, leur civilisation, leur sens de l'organisation. Si nous faisons comme par le passé, abstraction de toute vaine considération d'amour-propre, si nous savons identifier notre personnalité à celle du parti, si nous prenons comme par le passé des décisions collectives et si chacun, loyalement, défend farouchement les positions du parti, notre pays sortira vainqueur de l'épreuve qu'on lui impose. Les circonstances actuelles ne toléreront aucune défaillance, aucune erreur, aucune hésitation. Toute prise de position officieuse mettant en cause des décisions du parti ou du gouvernement sera considérée comme une trahison et elle sera sévèrement réprimée. Toute prise de position officielle devra être étudiée sérieusement en mesurant notamment les conséquences qui en découlent sur le plan national et international. Toutes les suggestions seront accueillies comme d'habitude dans tous les débats de toutes les organisations du parti. Mais il ne sera plus toléré qu'après une décision collective, des récriminations ou des rancœurs se fassent jour. Nous sommes revenus à l'époque de difficultés et pour les vaincre, nous devons tous nous unir plus étroitement que jamais, comme nous l'avons fait aux heures difficiles, notre opposition au système colonial. Nous allons vivre les moments les plus difficiles de notre existence. Ils seront aussi les plus exaltants, car il s'agit là de la liberté et de la dignité de tout un peuple. Les innombrables messages de solidarité totale qui nous sont parvenus de tous les coins de la terre soudanaise, de nos frères résidant en dehors du pays, après les événements de Dakar, prouvent que les populations sont prêtes à tous les sacrifices et qu'elles sont unanimement dressées derrière leur parti et leur gouvernement. Fort de cet appui, sans réserve, fort de la certitude en notre victoire, armés de la ligne politique que nous allons ensemble dégager, nous allons démontrer à tous ceux qui nous observent que le peuple malien du Soudan saura forger son destin malgré toutes les difficultés. Vive l'Union soudanaise RDA, vive l'amitié entre tous les peuples de l'Afrique et du monde.